bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On attend encore quelques minutes, que ce soit bien l'heure, et puis on va pas tarder à démarrer. Jean-Laurence. Bonjour. Bonjour à tous. On attend encore une petite minute ou deux, et puis on va pas tarder à démarrer. Oui, bonjour. 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 Bonjour à tous. Écoutez, il est 9h30. Je vous propose qu'on démarre. Petite recommandation technique au préalable. Nous vous invitons à bien vouloir couper vos micros le temps des interventions. Vous aurez des temps d'échange de questions lors desquels vous pourrez les rouvrir pour poser vos questions. Vous avez également la possibilité de poser vos questions dans le chat. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Laurence qui va introduire cet événement. Bonjour à tous. Pardon, ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous sur les achats au bénéfice de la territorialisation. Notamment un grand merci d'être là vu les circonstances et les annonces d'hier. Donc c'est un événement qui est organisé par Impact, par le GESAT, par le CNA. Et nous allons, donc il s'inscrit dans le cadre de la tournée des achats impactants que Impact a lancé depuis 2018, avec le soutien de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le Pacte, qui est un programme d'action pour faciliter la mobilisation des entreprises, notamment des grands groupes en faveur des quartiers. C'est pour cela que Nadia est malheureusement qui nous apporte son soutien sur cette action, malheureusement ne pourra pas être présente parmi nous ce matin. Je dois également excuser Jérôme Velin, qui est le directeur achat et logistique de chez Elior. Évidemment, suite à l'annonce de la fermeture des écoles hier, ils sont en pleine réorganisation des approvisionnements et notamment la nécessité de limiter le gaspillage alimentaire. Donc, il y aura un petit changement dans le programme. Mais du coup, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Jean-Luc Barras, qui est le président du Conseil national des achats. Alors, on va démarrer de manière un peu générale. C'est vrai que là, la crise sanitaire, la transition écologique font des achats un levier important pour l'emploi dans les territoires. Et du coup, comment le label... Il y a un micro qui est ouvert là. Et du coup,
Est-ce que vous pouvez fermer vos micros parce que c'est assez perturbant. Par contre, Jean-Luc Barras, vous pouvez ouvrir le vôtre. C'est fait, moi, c'est C'est fait. fait, Bonjour. parfait. Oui, donc Bonjour à je tous, disais bonjour à tous. juste, c'est vrai qu'il y a une demande d'exigence au niveau des entreprises par rapport à leur responsabilité sociale, par rapport à leurs achats. Donc, comment le label de la relation fournisseur-achat responsable euh, peut améliorer cette demande d'exigence et cette demande voilà, d'implication des entreprises au travers des achats. Très bien, merci. Merci. Bonjour à toutes, oui, bonjour à tous. Donc, peut-être, si vous me permettez, démarrer par le contexte plus global. Vous le disiez, effectivement, les achats ont pris, depuis maintenant une vingtaine d'années, un poids considérable dans la conduite opérationnelle des entreprises, et puis encore plus, plus récemment encore, un positionnement plus stratégique dans la conduite du projet stratégique des entreprises. Voilà, ils sont partie prenante de la gestion des ressources externes de l'entreprise, de la gestion de la relation fournisseur, de la relation partenariale, et sont des acteurs évidents aujourd'hui, on ne peut que le constater, hein, de l'économie, et donc aussi de l'économie sociale, de l'économie solidaire, et de ce qu'on appelle maintenant l'économie responsable. Et vous le dites effectivement, et l'exemple du directeur achat d'Elior est intéressant parce que finalement sa problématique, c'est probablement évidemment aussi de regarder tout l'impact économique que ça peut avoir pour Elior, une mesure qui doit être gérée comme ça du jour au lendemain, et en même temps en tête que du gaspillage aujourd'hui alimentaire, eh bien ça serait effectivement pas une solution, quoi. Et donc, ça complique un peu la donne, mais ces choses-là commencent à être pleinement intégrées. Donc, on peut réfléchir à ce qu'est la responsabilité, effectivement, des acheteurs. Alors maintenant, on a l'habitude de dire les achats responsables, comme si, à un moment donné, il y avait des achats qui étaient irresponsables. Simplement, dans ce qu'on intégrait en termes de responsabilité derrière les achats, il y a probablement plus de choses maintenant que ce qu'on imaginait avant. C'est pas simplement s'assurer d'avoir exploité correctement le marché pour avoir le bon prix, évidemment, pour avoir les bonnes conditions, mais c'est aussi sécuriser, et puis c'est aussi inscrire cet achat dans une stratégie, dans un sens qu'on veut avoir avec son entreprise, et notamment dans l'impact et dans le rôle qu'on veut jouer dans l'économie sociale, dans l'économie solidaire, et ça existe aussi. Voilà, et c'est quelque chose d'important. Le Conseil national des achats, ça fait maintenant quelques années qu'il s'est pleinement approprié du sujet, qu'il échange beaucoup là-dessus, parce que les acheteurs avaient beaucoup échangé sur toute leur conduite opérationnelle continue, parce que ce sont des choses qui se modernisent avec la digitalisation, mais les enjeux sur lesquels il y a le plus besoin de partager, et notamment de partager des convictions qui sont basées sur de l'analytique, sur de la faisabilité, c'est-à-dire qu'effectivement les acheteurs sont des faiseurs, donc ils ont besoin de savoir comment on fait. Eux, à un moment donné, il faut qu'ils traduisent clairement. C'est pas juste de l'incantation et du discours. Ils sont à un niveau où on traite du business. Et donc, le partage de ces bonnes pratiques, le partage de ces convictions, des éléments d'analyse, des outils dont on peut disposer, il est essentiel. Et c'est une activité importante que mène le Conseil national des achats. Nathalie Leroy pourrait vous en parler. Elle organise beaucoup de tables rondes, d'échanges, alors maintenant qui sont digitalisés, mais beaucoup sur le sujet. Et on voit qu'à chaque fois, ça intéresse. Et ça intéresse les gens de comprendre comment certains ont fait, parce que comment on traduit l'intention dans les actes, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et cette notion d'achat responsable aujourd'hui, eh bien, on a saisi une opportunité
Alors, on avait saisi une opportunité il y a longtemps. La crise de 2008 avait donné lieu, dès 2009, je crois, ou 2010, pour être précis, à une charte qui traduisait un peu ce que devait être la relation entre des fournisseurs et des grands donneurs d'ordre. Et puis, elle avait donné lieu à un label. Ça a donné lieu, d'ailleurs, ce travail qu'on avait fait a donné lieu à la création de la médiation des entreprises, qui était quelque chose qui n'existait pas au niveau du ministère. Et derrière, ce label de la relation fournisseur et des achats responsables, qui probablement s'appellera derrière essentiellement le label des achats responsables, parce qu'il faut faire simple, hein, c'est pas, au moins ça éclairera tout de suite. On a saisi une opportunité, c'est que la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, Madame Olivia Grégoire, nous a demandé de faire un rapport pour expliquer comment on pourrait, à travers ce label, en faire quelque chose de bien plus répandu, de bien plus développé, parce que pour être honnête, on en a beaucoup parlé de ce label, autant la charte, il y a énormément de signataires, autant derrière le label, encore, il reste l'adage de quelques entreprises. Il n'y a pas un si grand nombre que ça, et là, donc, il fallait le développer. Donc, on a vraiment saisi cette opportunité. Alors, ce qui est intéressant dans ce qui nous concerne et aujourd'hui dans le tour de table, c'est de regarder comment, à travers un label comme ça, en dehors d'un certain nombre de choses qui sont incontournables dans des achats responsables, la relation de façon classique avec les fournisseurs, le respect des engagements, le respect des droits à la propriété, quelque chose qui ne soit pas uniquement établi sur le rapport de force entre des gros et des plus petits, la partie qui va concerner toute la compliance et tout ce qui doit être fait sur l'anticorruption, enfin voilà, la gestion de tous ces aspects-là. Il y a aussi tout un aspect sur comment on peut s'assurer d'être un acteur dans l'économie sociale et solidaire, et c'est un rôle important, voilà. Et on va demander ça aux achats. Donc, ce label commence à éclairer ça de plus en plus précisément. Il pose un certain nombre de standards, de qualité de travail, de questions à se poser. Il ne donne pas forcément les réponses. Un label, c'est pas... Et ce type de démarche, les réponses peuvent être assez spécifiques et dans chaque secteur, elles peuvent être de nature différente. N'empêche, il s'assure que les questions soient bien posées et qu'il y ait une réponse au moins qui a été apportée. Je pense que dans une société, dans une économie qu'on veut vraiment, et on le voit bien, l'après-crise dessine une économie européenne et française qui sera une économie responsable, il va falloir effectivement qu'on fixe un certain nombre de standards, qu'on fixe un certain nombre d'attendus dans certains domaines. Et c'est le cas, par exemple, dans le travail avec le handicap, qui est à la fois bien fait, il y a de très bons exemples, il y a de très belles histoires à raconter. Il y a probablement encore très largement à progresser là-dessus. Voilà. Les acheteurs en ont pleinement conscience. Le label traduira ça, notamment, mais pas que, hein, parce que tout ne se passera pas dans le label. Toutes les entreprises ne seront pas nécessairement labellisées et pourtant, on a quand même ce qu'il faut là-dessus. Mais il y a une vraie... il y a effectivement faciliter l'accès aux relations entre les entreprises, c'est probablement encore clé. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'initiatives dans le domaine, mais je sais que vous en êtes des acteurs. Autour de la table, il y a beaucoup de gens convaincus. Donc, mais il faut continuer ça parce que si on veut élargir, s'assurer de donner du sens, s'assurer qu'il y a de la valeur qui a été créée. Il y a encore un petit peu trop de choses qui sont... on parle de greenwashing quand on parle de développement durable, mais je ne sais pas comment on dit dans le monde du handicap, mais il peut y avoir un peu ça. Il faut aller évidemment un peu plus loin que ça. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que les responsables achats, de façon générale, seront des acteurs motivés pour cette partie-là. Et on parle beaucoup maintenant de sens à donner, hein, quel sens on donne à nos actions, etc. Là, on est quand même dans un domaine où on peut trouver du sens assez aisément. Il n'y a pas besoin de tordre les choses pour comprendre que le sens dans notre société, la solidarité, on l'a bien vu, c'était excessivement important. Donc,
Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vois des doigts qui se lèvent, donc je m'arrête, je ne veux pas vous prendre plus longtemps, mais c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc le label a été remis et vous verrez tout ça apparaître bientôt. Il y a eu un gros travail des acteurs du Conseil national des achats qui a aussi aidé les politiques qui avaient des visions d'une certaine façon. Alors on a ramené ça vers des choses assez concrètes pour que les choses soient vraiment réalisées. Merci beaucoup, Monsieur Barras. On mettra de toute façon le lien vers le label pour ceux qui ne le connaîtraient pas, afin qu'ils puissent le découvrir. On va peut-être prendre quelques questions. Je vois une main qui se lève. Claire, tu peux repérer les questions ou Fabrice? Oui, on a Monsieur Ngovan, Cédric Ngovan qui lève la main. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour, excusez-moi, je n'avais pas ouvert mon micro. Bon, c'est Cédric Ngovan, donc je suis le directeur des achats pour Manpower Group. Moi, je suis plutôt, alors à la fois personnellement et professionnellement, très attaché aux achats, à la fois. Alors, je dissocie les deux. Hein. Je sais que M. Barras, vous faites un tronc commun. Moi, je dissocie vraiment la partie handicap de la partie achat de proximité. J'ai souvent des questions qui reviennent de la part de mes acheteurs ou d'autres confrères qui sont de dire aujourd'hui, est-ce qu'il existe un petit fascicule, par exemple, dans lequel on va pouvoir avoir des informations que tous les acheteurs se posent, c'est-à-dire que travailler avec un petit, quel va être l'impact sur mon taux de dépendance? Parce qu'à un moment donné, juridiquement, il faut qu'on fasse aussi attention à mon taux de dépendance. Les avantages et les inconvénients de travailler avec ce type de société, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit… après, là, je prends pour la partie, que ce soit pour la partie handicap ou pour la partie achat de proximité. Aujourd'hui, je ne sais pas si chez vous ou ailleurs, il existe en fait une espèce de petites plaquettes qu'on pourrait diffuser largement à nos collaborateurs, parce que même si nous, on est porteur en tant que directeur de ce genre de message, ce message doit à la fois être diffusé à la fois à nos collaborateurs, mais aussi en interne. C'est-à-dire que quel est l'intérêt pour mon client interne d'utiliser de l'achat de proximité ou de l'achat via une prestation handicap? C'est ce que j'ai fait avec mon DSI en lui disant, tu sais, un handicapé, c'est pas forcément un ESAT qui fait des calepins, ça peut être aussi de la prestation intellectuelle, ça peut être de la prestation moi, j'ai utilisé, par exemple, 2 personnes aveugles pour la gestion de flotte. Voilà, il faut vraiment, c'est un ensemble, mais pour ça, en fait, il faut des petits supports. Et c'est vrai que pour nous, ça veut dire que quand j'ai pas ce petit support, c'est un temps que je consacre qui est énorme parce qu'il y a d'abord de la pédagogie, ensuite de l'explication, ensuite de la contextualisation. Et si vous aviez, vous, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, en fait, un support regroupant, un truc assez simple qui expliquerait à la fois aux clients internes et aux acheteurs les avantages à faire en fait et à avoir cette démarche parce que le label ça va pas me donner à part une, je suis désolé de parler crûment, mais à part une publicité, ça va pas faire avancer les choses et je le partage encore plus personnellement puisque ma femme est ergothérapeute, donc je connais bien ce monde-là, donc voilà, je voulais juste savoir si ça existait ou pas. Alors, juste comme ça, et comme vous l'aimeriez, probablement pas. Il y a probablement déjà beaucoup de choses, parce qu'il y a eu régulièrement des débats, on a dû avoir pas mal d'écrits là-dessus, mais je crois que vous avez raison. Alors, d'abord, le Conseil national des achats, en fait, c'est notre asso, donc on peut y prendre l'initiative qu'on veut. Donc, Cédric, quand vous dites ça, je la saisis au bon, mais c'est vraiment intéressant parce que je pense que des documents qui viennent de l'externe, ils peuvent être utiles en interne. Donc, vous avez raison, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand on a quelque chose qui est un peu tamponné, qui est partagé par un certain nombre d'entreprises, par une communauté, ça donne un peu de force. Donc, je crois que c'est ça. Je pense qu'on ne devrait pas avoir de mal à le faire. On ne devrait pas avoir le mal à le faire autour de quelques personnes motivées qui vont aller… Qui vont être un peu exigeantes sur ce qu'on peut créer, parce qu'il ne faut pas juste être… Avec grand plaisir pour vous aider, si vous voulez. Oui, non, mais je relève ça parce que oui, on est preneur de ça et on nous demande de plus en plus ça. Les acheteurs ont de multiples sollicitations et ils veulent un peu des fils conducteurs assez clairs. Alors, on peut peut-être, il y a peut-être aussi d'autres éléments de réponse concernant justement les achats de proximité,
puisque pour le coup, un de nos enjeux dans le cadre du PAC, c'est aussi de pouvoir favoriser l'emploi dans les quartiers de la politique de la ville et du coup, bien évidemment, les entreprises qui sont situées. Je vois qu'il y a Alim de la NCT. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole, mais c'est vrai qu'il y a des dispositifs comme les zones franches, enfin un certain nombre de zones d'entreprises qui sont situées dans des zones prioritaires qui peuvent, sur lesquelles peut y avoir des intérêts, j'allais dire même financiers, de travailler avec elles. Alors je ne sais pas si Alim est en mesure de prendre la parole. Vous pouvez désactiver votre micro en haut à droite de l'écran normalement. Bon, on pourra le reprendre peut-être après, du coup, Laurence. Oui. Ouais. Laurence, ton micro est coupé. Attention. Voilà, c'est bon. Oui, de toute façon, c'est une question tout à fait, en tout cas légitime. Et je pense que au niveau de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ils peuvent aussi apporter un certain nombre d'éléments de réponse et on fera en sorte que ce soit aussi ces éléments-là puissent être diffusés suite à notre échange. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres personnes qui souhaiteraient réagir, intervenir? Je ne vois plus de main levée. On se garde un temps de questions à la fin aussi du webinaire si vous avez des questions entre-temps ou si vous avez des questions lors des échanges, n'hésitez pas à utiliser le fil de conversation. On vous a également indiqué, on les remettra dans le support, le lien vers le label RFAR et le contact de Nathalie Leroy qui est déléguée générale du CNA et qui peut être aussi à même de vous orienter si vous souhaitez aller vers cette labellisation. Tout à fait, et ainsi que pour la charte, relations fournisseurs responsables. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, pour poursuivre dans cette matinée, je vous propose maintenant qu'on accueille Laurence Hoffling, mission handicap du groupe Enedis, et Johnny Grelakowski, à la direction des achats Enedis, qui ont mis en place un plan d'action en lien également avec le label RFAR de sensibilisation régionale aux achats responsables. Je précise également que Johnny travaille aux côtés de Bertrand Pouillou, qui se trouve être le directeur des achats du groupe Enedis et également le vice-président du CNA en Ile-de-France. Je laisse la parole également à Fabrice du réseau GESAT, qui va faire le lien de cette prochaine table ronde. Alors, est-ce que vous avez bien vos micros, Laurence et Johnny? Oui, tout à fait. Alors, moi aussi. C'est bon. Du coup, est-ce qu'on peut juste passer le slide suivant, Claire, s'il te plaît? Voilà, on va. Alors, je m'introduis également. Je suis Fabrice Loire, responsable du pôle partenariat privé et public au réseau GESAT. On est ravis aujourd'hui de tous vous accueillir, de voir que vous êtes nombreux, vous êtes plus de 100 connectés. C'est important aussi pour nous d'aborder cette table ronde dans la continuité de ce que vous a présenté Jean-Luc Barras sur le label RFAR, comme l'a précisé Claire. Il y a toujours un lien fort finalement entre toutes ces parties prenantes, que ce soit un pacte partenaire sur ce que décrit Laurence et John concernant le pacte, et puis le CNA à travers ses actions, et notamment aussi ses actions concernant le label RFAR. On a également, nous, en tant que tête de réseau et acteurs sur le développement des achats responsables au secteur du handicap, aux ESAT et entreprises adaptées, un rôle fort à jouer également sur ces aspects de régionalisation. Et dans le cas qu'on va vous présenter aujourd'hui, on a un petit peu un triptyque qui va regrouper à la fois le label RFAR, des actions qu'on a pu mener et des liens également entre les achats et la mission handicap. Peut-être, Laurence, en introduction, si tu peux, n'hésite pas à activer ta caméra. Alors, il y a deux Laurence, pardon, mais Laurence Hoffling. Si tu peux nous dire deux mots sur le contexte qui a amené Enedis à organiser. Alors, je sais que vous n'aimez pas cette terminologie de roadshow, mais cette série d'événements en région qu'on a digitalisé au vu du contexte. Dans quel cadre, vous l'avez mis en place, avec quel objectif et dans quel contexte?
Alors, très rapidement, comme beaucoup d'entreprises, un contexte économique 2020 difficile qui est lié à la crise sanitaire, avec une baisse des activités et donc des prestations plutôt historiques confiées au STPA en chute du fait du confinement, notamment tout ce qui est blanchisserie, entretien des espaces verts. Un autre élément de contexte qui est important, c'est que nous allons, 2020 et 2021 sont des années assez cruciales puisque nous avons de gros contrats de prestations qui arrivent à échéance, et notamment celui du recyclage des anciens compteurs électriques suite au positionnement des compteurs Linky chez les usagers. Et puis, autre élément de contexte, c'est qu'on a, dans l'année 2020, on arrive en fin d'accord handicap, et donc on relance des négociations pour un nouvel accord handicap 2021-2023, avec des directions régionales Enedis qui vont être objectivées sur leurs achats auprès du STPA, et puis bien évidemment un contexte plus général de l'entreprise où les achats responsables restent au cœur de la politique RH, RSE et d'achat d'Enedis locales et nationales. Et puis ces politiques, elles sont confortées dans le nouveau projet industriel et humain de la présidente d'Enedis qui est arrivée à la tête de l'entreprise. Voilà. Et pour aller un petit peu plus loin à la suite de ce contexte, du coup, qu'est-ce qui a été décidé sur ce projet? Je peux le décrire en quelques mots, qu'on comprenne. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui a été décidé conjointement entre la mission diversité, la direction diversité et la direction des achats? En fait, on anticipe une baisse de nos achats au STPA, ce qui ne s'avérera pas vrai, mais j'en reparlerai plus tard. Et donc, on se dit, il faut vraiment qu'on réimpulse nos achats responsables auprès du secteur. Et donc, la mission diversité décide, associée à la direction des achats d'Enedis, nous sollicitons le réseau GESAT pour construire des journées de sensibilisation dans les régions d'Enedis pour l'ensemble des prescripteurs potentiels de l'entreprise afin de travailler sur des perspectives d'achat pour demain. Et donc, on part d'un audit de nos achats qui a été réalisé en 2018 et avec l'objectif d'identifier les leviers de partenariat, les prestations à privilégier par région d'Enedis en lien avec les ESAT et les EA présentes sur le territoire de chaque unité, donc avec un objectif d'une mise à jour de la cartographie des ESAT et EA et des prestations qu'elles proposent. Et puis, un autre objectif important, puisqu'on peut avoir un turnover dans nos équipes, c'est de présenter aux participants les outils nécessaires pour faire des acteurs du STPA de véritables partenaires de la stratégie d'entreprise. Et donc, on décide de construire 8 webinaires en région, 2 par grande région Enedis, où l'ensemble des directions régionales sont invitées à participer. Donc, la typologie des participants, pour préciser. Alors justement, on lance 180 invitations en août et septembre donc 2020, mais qui regroupent l'ensemble des prescripteurs potentiels, donc aussi bien la filière achat que la filière RSE, que la filière développement durable, que la direction de l'immobilier, la direction informatique. Donc un panel extrêmement large, totalement ouvert, pour que tous ceux qui peuvent être amenés à faire des achats pensent STPA tout en respectant la politique d'achat du groupe, enfin de l'entreprise et du groupe. Je vais passer la parole à Julie, juste pour préciser, je m'excuse Laurent, je t'ai mal introduit et je m'en excuse pour nos différents participants à ce webinaire. Tu es chargé de mission de développement des achats STPA chez Enedis et tu es rattaché à la mission diversité pour précision, et c'est toi qui chapeaute au niveau d'Enedis la coordination pour tout ce qui touche aux achats STPA. Pour l'acronyme, hein, c'est les achats auprès des prestataires du secteur du handicap, ESAT et entreprises adaptées. Johnny Kralakowski, bonjour. Vous êtes donc chargé de mission à la direction des achats chez Enedis. Pour faire un petit peu le lien avec l'intervention de Jean-Luc Barras précédemment et ce qu'a précisé Laurent Soffling, on avait
inclus à notre programme de sensibilisation un temps fort sur le label RFAR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cas de la direction des achats a été inclus à cette organisation et quels étaient aussi les objectifs pour vous, notamment à travers le label RFAR? D'accord. Donc, effectivement, Enedis s'est engagé dans un processus de labellisation qu'il a obtenu fin 2019. Donc, on en est à 2 ans de label. Et au moment de la démarche, est apparu nécessaire la création de ce qu'on a appelé un comité label qui regroupait l'ensemble des parties prenantes sur le processus d'achat. Donc, à ce titre, on avait des prescripteurs, on avait des acheteurs, on avait des gens de la comptabilité, mais il y avait aussi des équipes de la mission diversité, enfin qu'on appelait des RHTS à l'époque, qui justement ont pointé du doigt certaines problématiques liées aux achats au secteur protégé. Ce qui nous a amené au moment de la démarche de sensibilisation des acheteurs à exprimer les besoins auprès des acheteurs. La problématique, c'est que les acheteurs expliquaient que, comme le disait notre directeur des achats, on est partout, mais on ne peut pas tout. Et remonter le besoin d'aller au-delà du public des acheteurs et de sensibiliser à la fois les métiers en région et aussi les correspondants diversité en région. Pourquoi? Parce que quand on fait la cartographie des achats au secteur protégé, on s'aperçoit que, bien entendu, il y a une bonne partie qui relève d'achats qui sont globalisés et traités à l'échelon national, mais il y a aussi une bonne partie qui peut être traité et qui doit être traité en région. Et de fait, ça a effectivement rendu nécessaire la démarche qu'a engagée Laurence et sur lequel on l'a accompagné pour, bien entendu, apporter la parole de la direction des achats, mais aussi insister sur la relation qu'il peut y avoir entre ce qu'elle expliquait auparavant, c'est-à-dire le payage, donc les engagements de l'entreprise sur le long terme, les valeurs du label et puis tout ce qui relève du développement durable où les achats responsables sont présents, mais aussi l'implantation territoriale. Alors, pour rebondir maintenant, Johnny, 2 mots, puis je voudrais aussi avoir le retour de Laurence là-dessus. Vous concernant, sur ces 8 réunions qu'on a organisées sur les différentes régions d'Enedis, quelles étaient les problématiques et les remontées terrain et quelles ont été aussi les grandes pistes d'achat qui sont ressorties de ces événements et surtout, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, les grandes pistes d'achat en région. Alors, ce qui est remonté, c'est des défauts de communication entre les personnes ou des mauvaises interprétations des règles. Parce que, bien entendu, les achats au secteur protégé ne peuvent pas être traités comme des achats classiques. Et parfois, il y avait des objections à lever. Donc ça, c'est la première chose. Donc, à titre d'exemple, on a eu beaucoup d'objections sur le recours au secteur protégé pour l'intérim, dans la mesure où on a des contrats cadres d'intérim qui existent, mais… ça permet de lever des doutes aussi. Voilà, ça a permis de lever des doutes. Et puis le deuxième élément intéressant qu'il y avait, c'est l'émulation que ça a créé entre diverses régions, puisque étaient présentés des exemples d'achats, mais très régionaux, qui ont suscité auprès de certains acheteurs l'envie de faire à l'identique sur leur propre région. Donc, ça a créé pas mal de liens là-dessus. Et de fait, on a 2-3 chantiers qui sont pertinents. Il y en a un très gros aujourd'hui, c'est le chantier de lavage des vêtements images de marque, qui va être traité à l'échelon national par un acheteur qui traitera l'ensemble du sujet. Mais on a aussi des sujets… Non, oui. Pardon, Johnny, juste pour préciser sur le… C'est intéressant, je prends 10 secondes, je voulais juste reprendre le fil. On a une réunion avec les parties prenantes Enedis, achats et métiers sur le lavage des VIM le 6. On a mené une étude conjointement avec vous auprès de tous les ATEA de France en blanchisserie. Et c'est une réunion d'information
pour expliquer en détail ce qui pourrait être prévu dans un marché à venir. Donc c'est un bel exemple, justement, ça a permis d'initier ce type de projet. Donc ça, c'est un exemple qui est déjà assez avancé, mais on a d'autres sujets qui commencent à émerger, tels que des actions qui pourraient être faites sur les véhicules d'intervention du type nettoyage, préparation, etc., où on voit que la demande commence à émerger et on peut penser qu'à échéance de quelques mois, enfin on va dire d'1 an, un appel d'offres plus globalisé pourra être fait. Voilà. Alors Laurence, concernant aussi les actions et coordination sur la mission diversité, les achats en région, comment tu vois la chose là aujourd'hui sur 2021 et les années à venir, et quel type de projet, autre là, que ceux qu'a pu citer Johnny, on pourrait aussi mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a des particularités locales qui ont émergé, ou est-ce qu'on est plus sur un consensus national, ou les deux? Non, il y a deux choses, moi, que je voulais mettre. Déjà, c'est que, en fait, quand on fait le bilan de 2020, Enedis a confié près de 14 millions d'euros d'achats au secteur protégé, plus de 11 millions d'euros en chiffre d'affaires utile, donc c'est assez important. Et on voudrait tenter de la même chose, même si dans le nouvel accord qui a été négocié 2021-2023, qui est en cours d'agrément encore, hein, qui vient de partir à la demande d'agrément de la Directe, la DRITS bientôt, d'ailleurs depuis aujourd'hui, ça sera 10 millions d'euros d'achat minimum au STPA par an pour les 3 années à venir. C'est les engagements qu'on prend en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ces séminaires ont permis de construire des plans d'action régionaux qui sont proposés donc en unité, aux unités en territoire. Et on a par exemple des projets qui seraient plus régionaux à partir d'une expérience qui a été faite sur Île-de-France. C'est par exemple le recyclage de nos vêtements images de marque usagés. Avec là l'objectif d'avoir des actions en territoire, en circuit court, dans le cadre de l'économie circulaire, pour de la conception de goodies, pour la conception de meubles à partir de nos déchets, de palettes, de tourets de câbles. On a pas mal de projets du coup qui émergent parce qu'il y avait eu des expérimentations dans certaines régions et que ça donne envie. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, il me semble, ce sont des projets qui sont vraiment cœur de métier. C'est tout ce qui tourne autour de l'étude, travaux autour de nos réseaux, tout ce qui est nettoyage autour de nos ouvrages, voire même des expérimentations en termes d'élagage, donc du travail en hauteur, avec des formations qui sont plus lourdes, des habilitations au risque électrique. Il y a quelques dossiers comme ça qui sont assez importants et qui peuvent aider aussi à la montée en compétences en STPA, et c'est assez important. Et puis, il y a de nouveaux engagements quand même grâce à la direction des achats et validés par la direction des ressources humaines sur tout ce qui est favorisé dans les politiques respectives, le recours aux EATT et aux CD des tremplins. On n'avait pas encore lancé chez nous, et là, c'est en train de partir, et voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est un sujet justement sur lequel on se positionne avec vous là-dessus. Merci Laurence, merci Johnny. Je vous propose de rester en ligne si on a des questions vous concernant directement sur ce projet ou sur d'autres éléments que vous avez pu aborder. N'hésitez pas à les poser sur le fil de conversation ou à lever la main ou activer votre micro si vous en avez à nous adresser. On va juste prendre 2 minutes si vous souhaitez approfondir. Le temps que les questions arrivent, oui. Je voulais insister sur l'exemple qu'a cité Laurence concernant des activités cœur de métier.
parce que effectivement, souvent les gens cantonnent leur réflexion sur le secteur protégé à des secteurs, je dirais, transverses, tertiaires, parfois SI, mais très peu. Par le biais d'exemples, on a réussi à démontrer, et surtout le secteur protégé a réussi à démontrer que quand on lui donne le temps et quand on l'aide à se mettre en place, il est capable d'intervenir sur des activités dites cœur de métier. Et c'est vrai qu'Enedis est très prescriptif là-dessus, puisqu'on a des systèmes de qualification assez lourds. Et l'acheteur qui était sur le sujet et qu'on a invité sur justement les webinaires qu'on a organisés en région, était très fier de montrer que même dans les activités cœur de métier, ils sont capables de. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, je voulais juste faire 2 remarques me concernant pour conclure. Vous l'avez dit, hein, on parlait là par exemple de prestations de cartographie des réseaux électriques, c'est quelque chose qui est assez technique, sur laquelle il y a une valeur ajoutée également proposée par des entreprises APT ou des ESAT chez Enedis. Ça s'est fait localement dans un premier temps, et ça a été après porté aussi par les achats sur l'antenne nantaise. Et c'est quelque chose qui se duplique d'une région à l'autre en utilisant soit du transfert aussi de compétences entre ces prestataires et également de l'échange de bonnes pratiques au sein des collaborateurs d'Enedis. Ce premier exemple est un exemple révélateur parce que ça entraîne une dynamique positive aussi du fait que ce soit une prestation hyper stratégique pour Enedis et à valeur ajoutée pour le secteur. Et puis après, si je reprends l'exemple de la blanchisserie, c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi de travailler avec nous sur ce type de projets qui sont assez lourds à mettre en avant. L'avantage qu'on a côté Enedis avec ce projet, c'est qu'il est anticipé. C'est-à-dire que là, on est sur un projet qui va être mis en œuvre sur 2022. Il y a déjà des contrats en cours avec certains ESAT et entreprises adaptées qu'on a aussi contactés, mais ce projet de blanchisserie, il est énorme au niveau national. Les ESAT et les entreprises adaptées ont répondu, ont été présents, ont répondu à l'appel. Donc il y a un fort intérêt de l'autre côté, mais il y a tout un travail de réflexion, de concertation sur les aspects techniques, sur les aspects aussi de capacité géographique et de positionnement des prestataires sur les différents sites et qui sont très nombreux, vous en doutez, sur Enedis et sur lesquels on doit travailler en amont. Donc ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que sur les différents sujets qu'on a, il y a quand même une bonne coordination à la fois locale et nationale et cet aspect d'anticipation qui est un aspect fort. On anticipe également des baisses de contrats sur la fin des compteurs Linky. On prenait cet exemple avec Laurence. C'est des gros contrats chez Enedis qu'on anticipe également en perte et qu'on essaye de compenser par des nouveaux marchés. Voilà. Merci à tous les deux. J'espère que ça va donner des idées après à d'autres sur la régionalisation. Merci beaucoup. Bon, la parole à Claire. Merci à tous. Donc, pour enchaîner, si des questions vous viennent, on aura d'autres temps d'échange, notamment en fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à les réserver ou à les poser dans le chat. Nous allons désormais passer à la table ronde suivante avec donc Frédéric Tabary, qui est chef de pôle achat responsable à la SNCF. Et comme Laurence l'indiquait en préambule, malheureusement, Jérôme Velin, qui devait intervenir pour Elior France, est mobilisé sur la gestion de crise due aux annonces d'hier soir. Donc, Frédéric, je vous invite à ouvrir votre micro et puis Laurence aussi, qui va reprendre la parole sur cette table ronde aux côtés de Frédéric. Oui. Bonjour. Bonjour, le micro et la caméra, même si c'est possible. Ça y est. Oh ben moi, je ne vous vois pas. Bon. Pourtant, la caméra est en route. Bon, ça y est, vous êtes à l'écran. Enchanté, du coup, on va peut-être, Jérôme Velin étant absent, on va peut-être mettre davantage l'accent sur la question des achats de proximité. Alors évidemment, la SNCF est depuis peut-être toujours un acteur de proximité, à une réflexion en tout cas d'engagement au niveau des régions. J'aimerais pour démarrer peut-être que vous donniez juste quelques chiffres sur ce que représentent les achats responsables au niveau de la SNCF.
Alors, alors, nos achats responsables sont... Et de proximité en Oui, France, voilà. alors, c'est ce que j'étais en train de Voilà. réfléchir en même temps, c'est de savoir si effectivement je tapais large ou si je restreignais au sujet qui nous concerne. Donc, je vais restreindre au sujet qui nous concerne parce que les achats responsables, il y a effectivement l'aspect environnemental aussi qui rentre dedans pour une grande part et tous les sujets éthiques, etc. Donc là, si je me concentre sur la partie achat solidaire, achat auprès de l'ESS. Ah, un souci de son, Frédéric. Frédéric, on ne vous entend plus. Il y a une interférence peut-être. J'ai coupé juste votre micro, Frédéric. Je ne sais pas si vous nous entendez. Frédéric, on ne vous entend pas. Claire, est-ce que tu as la possibilité de l'appeler, peut-être qu'on passe en audio téléphonique? Oui. Frédéric, vous nous entendez? Je pense qu'il y a un problème d'audio. Oui. Il faudrait appeler son portable. Oui, regarde pas. Ah, il ne me regarde pas. On a un petit problème technique. On ne vous entend pas. Éventuellement, vous pourriez peut-être lui projeter une slide comme quoi nous ne l'entendons pas. Dans le chat. On est en train de l'appeler. Ça ne marche pas. Le travail à distance, c'est pas que bien. Ah oui, désolé. Allô, vous m'entendez? Oui. Ah oui. C'est bon, ça y est. J'arrive à couper tout ce qui sonne de partout, du coup, voilà, ça y est. Alors, je suis vous désolée. appelez en parallèle, mais on a eu du coup, le tout début, malheureusement, Frédéric, on est désolé. Ça faisait un bruit un petit peu d'onde. Donc juste quelques chiffres, voilà, pour resituer la question. À la rigueur, même en entonnoir, ça peut être assez intéressant. Achat responsable, achat de proximité, achat solidaire. Je vais rester très achat solidaire. Du tout, j'étais en train de vous expliquer qu'on a eu depuis 2015 une volonté très forte et qu'on avait un objectif à 2020 qui était de réaliser, donc entre 2015 et 2020, de réaliser jusqu'à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le secteur protégé et adapté et 1 million d'heures d'insertion chaque année. Ces objectifs n'ont pas été tenus. Alors, le million d'heures, si, on l'a largement dépassé. Ça, ce n'est pas une grosse difficulté. On a même progressé et on va bien au-delà aujourd'hui. Et la partie secteur protégé et adapté plus précisément, les 30 millions d'euros n'ont malheureusement jamais été atteints. On a stagné à 15 millions d'euros malgré de gros efforts fournis. On n'a pas réussi à dépasser au mieux, on a été à 16 millions d'euros. Cette année, on est à 15 millions d'euros. On a une légère baisse par rapport à l'année dernière sur le secteur protégé adapté. Elle est de 4% précisément par rapport à 2020, ce qui est de 2020 par rapport à 2019, ce qui est relativement faible comme baisse au regard de ce qu'on a connu avec la crise sanitaire. Par contre, le secteur de l'insertion, avec qui on travaille aussi beaucoup, puisqu'on réalise habituellement à peu près 15 millions également, on a réalisé cette année que 11 millions. Et on a une baisse bien plus conséquente. Donc, c'est l'insertion qui a le plus souffert du sujet de la crise, et c'est logique puisque on utilise le secteur de l'insertion plutôt sur des sujets qui sont des interventions en gare, et comme les gares étaient au ralenti, forcément les activités ont baissé. Donc voilà, ceci explique cela.
Donc, sur le sujet de la crise Covid, on n'a pas trop d'impact auprès du secteur protégé adapté. Ce qui nous impacte, nous, c'est la réorganisation interne. Il y a eu la réforme ferroviaire qui nous oblige, en 2 mots, la réforme ferroviaire fait passer l'entreprise de statut d'établissement public à un statut de société anonyme à capitaux publics. Et donc, la structure est organisée en 5 SA. On parle des 5 SA. Donc, vous avez la partie voyageurs, la partie transverse SNCF et la partie travaux qui sont les plus importants avec SNCF Réseau. Et ensuite, vous avez Gare et Connexion et le fret. Donc voilà, ça, c'est toutes les SA qui ont été réorganisées, ce qui a obligé à retravailler toute l'organisation achat, etc. Donc, il y a beaucoup de mouvements actuellement qui ont fait qu'on a un peu pris de la distance sur le suivi de certains objectifs. Et on a en plus un autre effet, c'est que la direction du développement durable qui existait a été elle aussi impactée par cette transformation et devient ce qu'on appelle la DEST chez nous, la direction de l'engagement sociétal et de la transition écologique, et qui n'a pas encore sorti totalement sa feuille de route. Ce que je tenais à dire par là, c'est que le fait que tout ça impacte, et ça montre à quel point c'est fragile, tout ça impacte très vite les objectifs groupe et la stratégie groupe et l'impulsion de la direction de l'engagement sociétal est vraiment primordial pour réussir à faire porter le sujet. Alors, on ne lâche pas l'affaire, mais voilà, on sera peut-être un peu moins visible en ce moment, pendant quelques temps là, sur le sujet, mais on ne lâche pas l'affaire et de toute manière, les 15 millions d'euros sont plutôt pérennes étant donné que ce sont des contrats de longue durée, ce ne sont pas des achats ponctuels. Voilà. À plus long terme, justement, la réforme de votre organisation, est-ce qu'elle favorise justement la question des achats, de la territorialisation des achats, oui. des achats locaux de proximité? Est-ce que vous pouvez peut-être préciser un petit peu comment ça va dorénavant fonctionner? Alors, SNCF, c'est plus de 97% d'achats sur le territoire. Donc, de toute manière, sur les 12 milliards d'euros d'achats, plus de 97% sont réalisés sur le territoire français avec des entreprises françaises. Donc, on est très franco-français et on est très made in France par, je dirais, essence et nature. Donc, c'est vraiment quelque chose chez nous qui est marqué. On est très présent dans les territoires. On a un maillage territorial, c'est normal, lié aux gares, aux technicentres, à toute notre organisation, nos agences commerciales, etc., qui font qu'on est très présent dans les territoires et qu'on a une relation particulièrement forte dans la vie du territoire par notre activité, la mobilité, par nos relations avec les collectivités et territoriales et les institutions. Donc, on est vraiment effectivement un acteur important des territoires. Et à ce titre, on organise d'ailleurs, on a repris quelque chose qu'on avait arrêté et qui a le vent en poupe parce que tout le monde en parle, mais c'est quelque chose qu'on ne faisait plus nous non plus par des effets de massification, d'optimisation, etc., et qui avait fait que ça avait été un peu abandonné. On remet en place les rencontres territoriales avec les fournisseurs et donc on organise dans les régions des rencontres. Alors pour l'instant, elles sont forcément en ligne et pas en présentiel, mais on vient de faire le grand test et on organise des réunions auxquelles on invite nos fournisseurs, mais aussi des fournisseurs potentiels qu'on a identifiés ou qui se sont manifestés, qui ont manifesté leur intérêt, ou aussi des grandes fédérations, fédérations métiers et autres. Le GESAT d'ailleurs nous aide là-dessus puisque pour chaque rencontre territoriale, nous nous appuyons sur le GESAT, mais pas que, mais en partie avec le GESAT pour identifier les entreprises du STPA et on s'appuie aussi sur la Fédération des entreprises d'insertion, sur les annuaires qu'on peut trouver en ligne pour
pour mettre en place pour que les entreprises de l'ESS en général, et plus précisément du solidaire, soient dignement représentées lors de ces rencontres. On avait démarré cette réunion en parlant du label du Conseil national des achats. C'est vrai que pour faire avancer tous ces sujets d'achat responsable, de proximité, à valeur sociale, il est aussi important de pouvoir mesurer les actions. Donc, je crois que vous travaillez sur la mise en place d'une mesure sociétal, d'impact sociétal. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, SNCF est très à l'affût. Enfin, c'est pas l'affût, c'est pas le bon mot, mais en tous les cas, aime faire valider ses actions de diverses façons. Donc, c'est une forme de reconnaissance, mais c'est aussi une façon de rassurer les équipes, parce que quand vous êtes dans des grandes structures comme les nôtres, les gens n'ont pas forcément tous la visibilité d'ensemble. Et donc, pour nous, les éléments de reconnaissance externe sont aussi importants pour l'interne que pour l'externe, que vis-à-vis de toutes les parties prenantes, que ce soit nos fournisseurs, mais aussi nos clients. Voilà, tout le monde y gagne. Donc, on a effectivement d'une façon générale, on est évalué de toutes parts, et notamment par EcoVadis, où on sort Platinum, par Vigeo, où on est dans le top 5 des entreprises, top 5 mondial des entreprises du tourisme et du transport. Voilà, on se fait évaluer régulièrement, et je ne saurais que vous inciter à le faire également. C'est ce que nous, on exige de nos fournisseurs, c'est qu'ils soient évalués par des tiers. Alors, on cite souvent EcoVadis parce que c'est la référence du marché, par l'industrialisation qu'ils ont su faire du traitement de ce type d'informations et le système de notation qu'ils ont mis en place. Mais vous avez des gens comme Vigeo qui sont très bien aussi, et qui évaluent aussi des thèmes qui nous sont chers. Et parallèlement, on a une reconnaissance depuis 2012. On fait partie je crois, des premières entreprises labellisées sur le label RFAR, le label Relations fournisseurs achats responsables. Et on vient on est en revue annuelle. On a fait celle de 2019 qui a été renouvelée sans difficulté, et on vient de faire l'audit pour 2020. Donc, on attend le retour du label. Mais donc chaque année, on est mis sous revue sur le label Relations fournisseurs, et l'année prochaine, on remet en jeu notre labellisation complète. Donc voilà, pour nous, oui, ce sont des éléments de reconnaissance très importants, et pareil, ça fait partie des exigences qu'on a auprès de nos fournisseurs, d'aller vers des labellisations, des évaluations de leur performance par des tiers, performance RSE pour le coup, en se faisant noter ou certifier, auditer. Ça peut être des audits ISO, ça peut être plein de choses. Il faut pas avoir peur de ce genre de choses. C'est nécessaire, c'est ce qui vous pousse à l'amélioration continue. C'est pas simplement un tampon sur une feuille. Ça a des impacts très forts. Ça mobilise des équipes, ça mobilise le management. S'il n'est pas totalement embarqué, ça peut vraiment aider. Ça structure les actions que vous mettez en place. Donc, ça a vraiment c'est que du bonheur au final. Et du coup, est-ce que là aussi, c'est des choses exigées dans le cadre de la commande publique? Plus globalement, je sais que… Alors oui, de toute manière, oui, effectivement, dans la commande publique, très souvent, a des exigences, que ce soit alors en matière d'inclusion, hein, dans nos conventions avec les collectivités, il y a toujours une part d'exigence concernant l'inclusion. Alors, elle ne passe pas que par les achats, hein. On a des clauses d'insertion, on est soumis à des clauses d'insertion, tout comme nous, on en répercute dans nos contrats, mais pas que. Ils ont des exigences diverses et variées en formation,
voilà, quoi, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, sont embarqués sur ces sujets d'insertion toute l'entreprise, que ce soit de la fondation, en passant par les RH, en passant par les achats, mais aussi en passant par les métiers. Chaque métier, chaque technicentre a des obligations en termes de formation, d'accueil de jeunes, de tout horizon, de tout et de tout niveau. Il y a aussi des notions liées à la qualification. Donc, voilà, c'est vraiment, en plus, chez SNCF, mais je pense qu'on a eu Enedis tout à l'heure qui doit avoir des sujets à peu près similaires. On a des métiers, des cœurs de métiers, comme notamment tout ce qui est travaux d'infrastructure, etc., où on peut être sur des métiers pénuriques. Donc, on est très favorable et très aidant dans la montée en qualification de jeunes et de permettre des orientations professionnelles, d'ouvrir les portes sur certaines orientations professionnelles intéressantes pour les jeunes. Vous êtes convaincu que du coup que les achats sont un des éléments de l'action sociale de l'entreprise? Est-ce qu'on peut oui, hein, on peut. Oui, totalement. On s'inscrit dedans. On est en relation permanente avec la mission handicap. On travaille avec les RH. Juste avant que j'étais un peu en retard à la réunion, merci Fabrice de m'avoir relancé, mais j'étais bloquée dans un échange justement où on m'appelait sur l'insertion parce que on souhaitait relancer mettre en avant tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire en termes d'insertion. Et donc évidemment tout de suite les achats sont consultés puisqu'ils sont pourvoyeurs d'un grand nombre d'actions au travers des contrats. Donc oui, après la valorisation de tout ça est très compliquée. C'est justement l'objet de la discussion que j'avais précédemment. C'est réussir à valoriser ce que l'on fait avec les territoires et montrer l'impact de nos actions. Ça, c'est compliqué, ça nécessite des outils. Voilà, ça peut être plus difficile. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? On est parfait en termes de timing. S'il n'y a pas de questions, moi en attendant, j'ai une réaction, en tout cas pour appuyer les propos de Frédéric. Hein. C'est vrai que du côté du réseau GESAT, nous, on constate qu'il y a vraiment une mobilisation de l'ensemble des équipes. On a notamment pu conduire des ateliers à destination des prescripteurs, à destination des acheteurs. On travaille sur des projets d'ampleur, hein, sur des gros marchés avec des pièces très techniques, très spécifiques, notamment dans le domaine de la production industrielle. Et voilà, on est partenaire depuis plusieurs années de la SNCF et on ne peut que constater l'évolution et la prise de conscience et la prise du sujet par un nombre d'interlocuteurs beaucoup plus grand que ça pouvait encore l'être il y a quelques années. Après, je vais peut-être profiter, je ne sais pas si Laurence Fling est toujours en ligne. Si elle l'est, je lui envoie un message parce que je l'ai entendu parler des tourets et on avait essayé de faire quelque chose avec le réseau GESAT sur les tourets. Donc, on pourra vous mettre en lien après, Frédéric. Oui, si vraiment, je pense qu'on a peut-être une belle action à faire. Oui. Ce serait intéressant qu'on fasse un échange. Pas de problème. Je pourrai vous passer mes coordonnées. Volontiers. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions, ou peut-être des choses que vous souhaiteriez creuser, sur lesquelles vous souhaiteriez échanger davantage? Vous êtes bien silencieux ce matin, on est quand même 104. Allez-y, Johnny. Jelakowski Johnny, donc de la direction des achats d'Enedis. C'est vrai que Frédéric a beaucoup évoqué la problématique de la preuve et je pense qu'elle se heurte aux mêmes difficultés qu'on a eues et qu'on a levées au fur et à mesure, c'est d'obtenir des datas qui nous permettent de confirmer ce qu'on affirme. Je prends un exemple, hein, elle a dit que... excusez-moi. Vous avez évoqué, enfin, elle a évoqué que 97%, je crois, de ces achats étaient faits en France. On est à peu près au même niveau côté Enedis et pour pouvoir le démontrer, on a eu besoin d'éléments. De la même manière, pour pouvoir dire on fait 15 millions d'achats ou plus au secteur protégé, il faut être en capacité de croiser nos données d'achat avec les répertoires des fournisseurs du secteur protégé.
On a fait la même chose sur le secteur de l'insertion, mais depuis peu. Et je vous entendais parler de l'ESS. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui d'avoir les éléments sur les fournisseurs, ou les fournisseurs ou les prestataires qui relèvent de l'ESS, donc économie solidaire et sociale? Parce que nous, on n'a pas encore réussi. Oui, alors on l'a de différentes. Ça dépend par quel bout vous prenez le bébé. Si l'idée c'est de savoir ce que vous réalisez auprès du secteur, auprès de l'économie sociale et solidaire, nous on l'a au travers des déclarations de statut des entreprises dans notre outil achat. Et on l'a via les formes les formes juridiques, notamment pour les coopératives et les SCOP. Ça, c'est assez facile à remonter. Par contre, pour tout ce qui est travail auprès du STPA, donc là, ça nécessite que la fiche fournisseur soit extrêmement bien remplie. Donc là, j'en profite, vous me tendez une occasion en or. C'est que lorsque une entreprise du secteur protégé adapté ou de l'insertion rentre en contact avec SNCF par le biais de son site internet, c'est-à-dire sncf.com, vous avez un espace qui est devenir fournisseur et donc vous avez toute une procédure à suivre. Et si vous suivez cette procédure, vous rentrez, entre guillemets, vous devenez visible de nos acheteurs dans l'outil achat. Et pour ça, il faut que vous ayez très bien renseigné l'outil pour être sûr d'être visible, un, pour les bons sujets et les bonnes personnes, donc les bons acheteurs, et deux, que vous soyez visible en tant qu'entreprise du secteur protégé adapté ou de l'inclusion. Donc, il faut que vous taguiez, il y a une coche, une case à cocher concernant le statut de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est une clé d'entrée pour réussir à vous identifier dans des structures comme les nôtres. Aujourd'hui, j'ai malgré tout ce qu'on a mis en place, tous les référencements qu'on peut faire, le travail de sourcing qu'on fait régulièrement avec le GESAT et avec d'autres, tout ce qu'on réalise à chaque fois, on a une forte déperdition en ligne parce qu'on a du mal à identifier dans nos systèmes les entreprises du secteur quand on veut lancer une consultation. Donc, on n'arrête pas de rabâcher le sujet, mais voilà, quoi. Oui, ça fait partie des problèmes. Une autre solution, il y a une expérimentation en cours à laquelle on participe qui s'appelle beta.gouv, qui est une plateforme qui va regrouper toutes les entreprises de l'ESS et surtout de l'inclusif dans un premier temps. Et cette plateforme permet aussi d'avoir permettra à terme de sortir aussi des listes de fournisseurs, mais bien moins fournis que ce que peut nous permettre de faire actuellement le réseau GESAT ou Andeco ou l'UNEA, etc. Donc, il y a un travail qui est en cours, qui est intéressant, qui est de la part du ministère de tutelle, donc c'est plutôt bien fait. Cette logique de plateforme est plutôt intéressante, mais elle est pas encore totalement aboutie et voilà. Donc c'est une autre piste possible. Merci. Je voudrais rebondir sur la question d'Axel Alu de L'Oréal qui demande aux uns et aux autres si certains considèrent les AFRR, les ZRR, donc les zones de revitalisation rurale, les QPV, les quartiers de la politique de la ville dans leur stratégie d'achat solidaire. C'est vrai qu'au travers du pacte et de l'action que l'on mène avec la NCT, il y a une action de sensibilisation justement des entreprises et des acheteurs pour être aussi centré sur les entreprises qui sont dans ces territoires et qui du coup embauchent des populations locales. Donc comment aujourd'hui vous abordez justement, est-ce que ça rentre dans votre stratégie d'achat solidaire, la question de ces périmètres? Dans le pacte, on peut faire le géoréférencement de l'ensemble de vos fournisseurs dans les quartiers politiques de la ville, déjà pour connaître comment aujourd'hui, enfin déjà pouvoir faire le diagnostic de la situation. Quel est l'état de la réflexion par rapport aux territoires fragiles, que ce soit les banlieues pauvres ou les zones rurales défavorisées?
Alors, si la question est posée directement côté SNCF, ce n'est pas une action dédiée aux achats, c'est une action plutôt action sociale. Tout ce qui va être relayé par la fondation ou d'autres, on a des personnes de l'engagement sociétal dans l'entreprise qui sont les managers de l'engagement sociétal qui vont relayer et travailler sur le sujet et directement avec les régions, les territoires concernés. Les conventions qu'on peut avoir avec les territoires sont aussi très dimensionnantes sur le sujet et donc on va mettre en place un plan d'action mais qui va être multifacette. Les achats vont être contributeurs dans la limite de ce que leur autorise la commande publique, c'est-à-dire que autant je peux faire un marché réservé pour le STPA ou l'insertion, autant je ne peux pas faire un lot réservé quartier fragile. Quoi. Ça marche pas. Légalement, je n'ai pas le droit. Elle n'existe pas. Donc, oui, on fait à chaque fois que c'est possible et qu'on peut orienter et flécher certains achats, on le fait. Ce qu'on essaye surtout aussi de faire, c'est de mobiliser nos propres fournisseurs. Donc là, c'est de la relation fournisseur pure et dure. De mobiliser nos fournisseurs sur ces thématiques, en sachant que nos fournisseurs eux-mêmes sont souvent sollicités par leurs propres parties prenantes sur leur territoire. Donc, elles connaissent les difficultés de leur territoire, elles connaissent les enjeux du territoire et souvent, elles sont parties prenantes au développement économique de leur territoire. Donc, à chaque fois qu'on pousse le sujet ouvertement, on s'autorise à faire et c'est là où ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la contrainte, on l'a déjà au travers des clauses d'insertion, clauses sociales d'insertion ou autres, mais on n'est plus dans la contrainte, on est dans le dialogue et dans la possibilité de dire à nos fournisseurs, mais faites-nous des propositions en ce sens, on vous aidera, on ira dans ce sens. Et donc, pour répondre clairement à Axel, ça fait partie d'une stratégie d'achat solidaire. Complètement. Dans ma question était plus par rapport aux AFR, pour dire la vérité, parce que chez L'Oréal, par exemple, on mesure, on fait la baseline de notre impact en termes d'équivalent temps plein emploi directement lié à nos volumes d'achat dans les ZRR et dans les QPV. En revanche, on ne le fait pas concernant les AFR. Et donc, je me posais la question, si certains d'entre vous mesuraient votre impact en termes notamment d'emploi chez vos fournisseurs en ZRR et en QPV et en AFR. Alors non, nous, très clairement, on ne le fait pas. On fait une mesure de l'empreinte. Oui, je n'ai pas répondu tout à l'heure à la question sur ce sujet. On fait une mesure de notre empreinte sociétale sur les territoires. Donc, on mesure le nombre d'emplois soutenus de façon indirecte et induite et les richesses générées, mais on ne va pas dans ce niveau de détail. On ne cible pas de cette façon-là. On va cibler éventuellement les PME, le STPA, l'insertion, savoir dans chaque périmètre ce qu'il en est, mais on ne va pas descendre à ce niveau-là, puisque ça, en fait, c'est plus en lien direct avec la convention qu'on a signée avec une collectivité qui a une exigence particulière. Et là, on travaille en lien, main dans la main avec la collectivité et on met en place des solutions propres à la collectivité. Mais si certaines entreprises le font, je suis intéressée pour discuter avec vous. Voilà. Merci Axel. N'hésitez pas pour ceux qui seraient concernés par le sujet et qui auraient des choses à apporter. Le chat restera actif même à l'issue du webinaire, donc vous pouvez échanger par ce biais-là. Et puis, si vous le souhaitez, Axel, on pourra aussi transmettre vos coordonnées si vous souhaitez avoir des retours directs d'entreprises qui travaillent sur ces sujets. Merci. Merci beaucoup Frédéric. De rien. Nous allons désormais passer à la partie finale pour parler de la tournée des achats impactant 2021, qui est une initiative qui nous réunit tous, Impact en premier lieu, mais également le CNA, la FEI et le réseau GESAT, bien entendu. Je vais laisser désormais la parole à Nathalie Leroy, peut-être du CNA en premier. Nathalie, si vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. Pour nous parler de votre implication dans cette initiative.
Oui, très bien. Bah, écoutez, déjà, on est ravis, en tout cas, le Conseil national des achats est ravi de rejoindre cette tournée des achats impactants auxquels nous avions, je crois, déjà participé en 2018. Ça me semble particulièrement pertinent hein, puisque le Sénat est présent dans toutes les régions. Hein. On parle des achats au bénéfice de la territorialisation et de mener nos actions au sein des régions me semble très pertinent. On a déjà démarré, je crois, le 24 mars dernier avec Rhône-Alpes hein, et tout de suite, le président de la région CNA Rhône-Alpes a tout de suite répondu présent. C'est important, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, il faut faciliter les relations entre les parties prenantes pour donner du sens. Et la fonction achat a une véritable responsabilité sur le sujet. Et nous avons en face donc des acteurs motivés. Donc ça, c'est un point important. Au niveau des initiatives, bon, je ne vais pas trop revenir sur le dispositif du label. Hein. Effectivement, la remise du rapport a eu lieu hier. On en parle beaucoup. On parlait de mesures. Hein. Laurence, vous parliez de mesures tout à l'heure. C'est important de mesurer ces achats responsables. Hein. On le voit, comme l'ont évoqué Johnny et Frédéric, hein, SNCF et Enedis notamment, qui sont labellisés. C'est un dispositif qui est robuste, exigeant et qui permet de se structurer, en tout cas sur ces achats responsables. Mais il faut aussi aller beaucoup plus loin. Je dirais que faire des achats responsables, c'est d'abord un engagement. En tout cas de tous, hein, c'est la responsabilité de tous. Et donc il y a ce label, mais il y a également la charte, et puis il y a toutes les actions que nous pouvons mener par ailleurs. Comme le rappelait Jean-Luc, voilà, le CNA prend un certain nombre d'initiatives. Hein, je pense notamment avec le réseau GESAT, hein, où depuis quelques mois, nous organisons un certain nombre de webconférences pour effectivement mettre en avant, je dirais, à la fois les donneurs d'ordre et puis, je dirais, en face ce que les acteurs de proximité ou du secteur du handicap peuvent proposer. C'est extrêmement important. Ça permet effectivement de lever un certain nombre peut-être de clichés, de peurs, et puis d'aller beaucoup plus loin, de montrer toute la valeur aussi que nous avons à apporter au travers la diversité, et ça met aussi en avant ces notions de solidarité et de partage dont nous avons tous tant besoin en ce moment. Juste pour revenir aussi sur la plateforme Betagouv, sur l'inclusion, nous sommes aussi en contact avec eux. Hein, c'est une très belle initiative. Nous avons organisé d'ailleurs une conférence avec Fanny Dauchez il y a quelques mois sur le sujet. Je dirais qu'en ce moment, on note vraiment beaucoup d'initiatives qui sont prises sur le sujet. En tout cas, ça c'est en train de s'accélérer et donc voilà, donc nous répondons présent en tout cas à ces initiatives et on se doit vraiment de poursuivre. Merci en tout cas aussi pour vraiment toute cette organisation de la tournée des achats impactants. C'est effectivement toujours toute une dynamique à mettre en œuvre et il faut absolument qu'on soit tous acteurs de ces projets. Voilà, merci. Merci beaucoup Nathalie. Je vais maintenant inviter Sandrine Deserto, qui est vice-présidente de la Fédération des entreprises d'insertion, à prendre la parole pour évoquer également son implication. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Oui, donc, alors Sandrine Deserto, je représente la Fédération des entreprises d'insertion. Alors, je ne vais pas vous parler de la fédération, mais plutôt des entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion qui sont présentes sur l'ensemble du territoire national, donc métropole et puis outre-mer. Donc, ce sont des entreprises qui existent depuis à peu près une trentaine d'années. 95 44 07. On a une interférence. Non. Dans ce cas, on va trouver le micro. Numéro de ligne ou de mobile Orange concerné par votre demande. Si vous n'êtes pas encore client Orange. Hop là. Voilà. Vous l'avez trouvé. Donc, entreprises qui existent depuis de très nombreuses années et qui sont sur un modèle entrepreneurial et dont la finalité est une finalité sociale. Donc, elles accompagnent des personnes qui sont des personnes vulnérables, qui sont en situation d'exclusion face à l'emploi, et elles les accompagnent sur l'emploi durable. Elles ont deux moyens d'accompagner ces personnes.
en vulnérabilité via les entreprises d'insertion. Donc, ce sont des entreprises organisées avec des modes de production. Donc, elles produisent voilà, un service, un produit, et puis des entreprises de travail temporaire d'insertion qui sont sur le recours à la mission d'intérim et qui vont utiliser ce moyen-là pour accompagner les personnes. Donc, vous allez retrouver des entreprises sur différents secteurs d'activité. Elles interviennent dans le secteur du bâtiment, dans le secteur du service, dans le secteur du transport, de la logistique, dans la gestion de l'eau, dans la gestion des déchets, du nettoyage, de la propreté, enfin à peu près tous les secteurs d'activité qu'on peut retrouver d'une manière générale dans l'économie. Et puis, en termes de chiffres, pour vous donner quelques éléments, sur le territoire, elles sont à peu près plus de 1400 entreprises et puis elles représentent un peu plus de 70 000 emplois d'insertion. Donc, ça représente peu et important à la fois. Je pense qu'il y a un enjeu nous concernant qui est un enjeu de faire connaître notre projet social et notre bien fondé dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Alors, évidemment, nous aussi, nous sommes engagés dans une démarche d'achat responsable depuis quelques années. Ça date pas de très longtemps. Nous avons une certification, enfin nous avions une certification pour le projet social et la mission d'inclusion depuis plus de 10 ans, un certificat type AFNOR, en tout cas certifié par l'AFNOR, que l'on a fait évoluer ces 3 dernières années vers un label RSEI, donc qui présente des engagements sur l'ensemble des dimensions du développement durable. Et dans ce développement-là, nous avons intégrer la question du management des enjeux environnementaux et bien évidemment de la question des achats responsables. Donc elles sont à la fois intéressées de s'inscrire dans cette nouvelle labellisation, évidemment parce que il y a, comme vous l'avez dit, des enjeux de structuration. C'est important aussi pour elles de s'inscrire sur des démarches qualité et de s'intéresser aussi sur des questions voilà, sur l'éthique, sur la corruption, etc. Enfin, il y avait voilà, des apports nouveaux avec ce nouveau référentiel. Et puis, évidemment, de valoriser, de mettre en avant tout le travail qu'elles font en termes d'inclusion. Donc, un volet sur les achats responsables. Donc, elles sont aussi concernées par cette question pour leur propre relation avec leurs fournisseurs. Voilà, ça c'est un point essentiel qui est nouveau pour elles. Et puis elles sont aussi elles-mêmes en capacité d'intervenir et d'être fournisseurs pour des entreprises qui souhaitent s'engager avec des parties prenantes qui s'intéressent en tout cas qui œuvrent sur le champ de l'inclusion. Voilà. Merci. Pour quelques éléments. Merci Sandrine pour ces éléments. Je vais maintenant passer la parole à Denis Charrier, directeur général du réseau GESAT. Merci Claire, bonjour à toutes et tous. Alors, pour prendre la parole à l'issue de cette présentation de Madame Deserto, le secteur du travail protégé adapté que nous représentons, quelque part, nous sommes le secteur jumeau de l'IAE dont parlait Madame Deserto. Le réseau GESAT est la tête de réseau économique des 2250 ESAT et entreprises adaptées, lesquelles font travailler au quotidien 150 000 travailleurs en situation de handicap dans plus de 200 filières métiers. Donc, autant d'opportunités d'achat responsables et inclusives pour les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Moi, ce que je retiens de l'événement de ce jour, c'est que déjà, il y a de nombreux participants. J'ai été très attentif aux témoignages des entreprises et des organismes publics engagés que nous avons pu avoir, et je trouve que c'est un bon signe. Il y a une dynamique réellement qui est en marche, qui est engagée. Parler d'achat responsable, et on l'a vu à travers ces différents témoignages, c'est parler d'un triptyque.
d'un triptyque avec du local, du social et de l'environnemental. Et je pense qu'on peut en conclure que c'est qu'en pensant développement économique des territoires, qu'on peut, et donc c'est qu'en pensant local, hein, que l'on peut agir sur son impact social et environnemental en tant qu'acheteur et en tant qu'entreprise responsable demain. Alors, pour agir concrètement et développer les achats responsables, l'événement de ce jour et puis la tournée des achats impactants 2021 qui va suivre a pour mérite de réunir ces différentes parties prenantes, puisque pour avancer, il faut être ensemble, acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc du handicap, mais bien évidemment aussi de l'insertion des entreprises dans les quartiers prioritaires de la ville et autres, mais également les acheteurs. Les prestataires de l'économie sociale et solidaire, hein, donc handicap, insertion, QPV, offrent aujourd'hui des solutions aux entreprises en matière d'achat responsable qui sont nombreuses. C'est un secteur diffus, on parle d'acteurs de petite taille positionnés sur différents métiers. Donc, il est nécessaire aussi que l'on se coordonne, que l'on s'unisse pour donner à voir aux acheteurs les différentes possibilités d'achat en matière d'achat responsable et qu'on facilite l'accès à ces différents prestataires, parce que les acheteurs aujourd'hui ont des enjeux en matière de RSE et d'achat responsable qui sont globaux. Et donc, charge à nous aussi de s'allier pour pouvoir donner à voir ce que l'on peut proposer ensemble et donc faciliter l'accès, comme je le disais, à ces acheteurs dans le cadre d'appels d'offres qui sont diffusés. Alors, nous, au réseau GESAT, hein, on travaille maintenant depuis 2 ans avec Impact et je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est ravis que le CNA, avec qui nous travaillons par ailleurs, rejoignent l'aventure Impact, mais également la Fédération des entreprises d'insertion, parce que là, comme je le disais précédemment, toutes les parties prenantes aujourd'hui sont réunies. Les acheteurs responsables d'un côté, bien évidemment, mais l'ensemble des prestataires responsables et inclusifs de l'insertion, du handicap et autres pour donner à voir et adresser des réponses en matière d'achat responsable. Pour conclure, juste faire du teasing sur les actualités du réseau GESAT à venir. Le réseau GESAT vient de repenser son projet associatif 2021-2025 et dans ce cadre-là, a décidé de se doter de 2 nouvelles structures filiales qui répondront justement à ces enjeux plus globaux. D'une part, un fonds de dotation qui va être destiné à créer des filières métiers et embarquer les ESAT et les EA dans 2 nouvelles filières métiers pour répondre aux objectifs et aux priorités achats de demain. Donc, structurer une nouvelle offre de services, mais également faire monter en compétences les travailleurs en situation de handicap sur les métiers dont vous aurez besoin demain. Ce fonds de dotation aura également pour vocation d'accompagner les ESAT et les EA dans une démarche RSE, hein, pour qu'eux-mêmes puissent demain répondre à vos objectifs RSE en s'associant à vous, en partenariat avec vous sur les appels d'offres que vous pourrez diffuser. Donc, la labellisation Lucide, la démarche ISO 26000. Et puis, la deuxième structure dont va se doter le réseau GESAT là, pour accompagner du coup la demande. D'un côté, notre fonds de dotation structurera l'offre de services de ces prestataires ESAT-EA. De l'autre côté, pour accompagner la demande, une société de conseil en achat responsable qui adressera des solutions globales aux acheteurs. Hein, je le disais tout à l'heure, il faut aussi faciliter, vu de l'acheteur, l'accès à ce tissu de petits acteurs économiques responsables locaux, que ce soit de l'insertion, du handicap ou des QPV. Et donc, notre société de conseil aura pour vocation à agréger ces différentes expertises pour offrir une solution unique aux acheteurs en matière d'achat responsable. Voilà. Merci Denis. Merci. Et donc je vais laisser la parole désormais à Laurence pour vous parler un petit peu plus en détail de cette fameuse tournée des achats impactants 2021. Oui, de toute façon, je ne saurais dire mieux que Denis Charrier. On se réjouit en tout cas de cette collaboration avec le GESAT depuis effectivement plusieurs années, avec le CNA et les entreprises d'insertion. Donc effectivement, on peut dire que l'union fait la force et que nous sommes en tout cas tous réunis pour vous faciliter vos démarches en tant qu'acheteurs. Donc l'objectif de la tournée, c'est bien entendu de créer des moments
des opportunités sur le territoire. On va avoir une douzaine de dates dans toute la France où ce seront au total probablement plus de 500 rencontres qui se feront entre acheteurs et fournisseurs des quartiers, responsables, sociaux. Enfin voilà, l'idée c'est de pouvoir vous mettre en face dans le cadre de speed meeting, des offres dont vous avez besoin. C'est quelque chose d'assez rodé. Vous êtes nombreux à y participer. Donc la prochaine date, ce sera sur la région Centre-Val de Loire le 9 avril. Donc elle vient très vite. On le fait en ligne, hein, bien entendu. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, on a totalement basculé en digital et ça fonctionne très bien hein, sur la base, encore une fois, de vos besoins. Donc, ce sont des rencontres qualifiées avec des personnes que vous voulez rencontrer, hein, des entreprises que vous voulez rencontrer de façon à ce que ce soit à la fois très rapide et très utile pour les uns et les autres. Donc, les prochaines dates, ce sera la Bourgogne, l'Île-de-France, l'Île-de-France, pardon, les Hauts-de-France et l'Occitanie. On a encore d'autres dates en préparation. Vous pouvez retrouver l'ensemble du calendrier sur le site de la tournée des achats impactants et bien entendu l'ensemble des partenaires de la tournée vous redonneront ces différentes informations. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus longue. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. Oui, Laurence, il y a une question qui concerne plutôt, je pense, Sandrine Deserto, une question d'Anna Toledano, de la Française des Jeux, qui demande s'il existe aujourd'hui des revalorisations financières pour promouvoir les actions auprès des entreprises d'insertion, comme ça existe par exemple pour les ESAT et les entreprises adaptées. Merci pour la question. Non, non, il n'y a pas de revalorisation en fait hein, par rapport au recours aux entreprises d'insertion, mais néanmoins, vous avez la possibilité, alors via, je dirais, les commandes publiques hein, et les clauses sociales, de pouvoir valoriser ce qui est fait dans le cadre des obligations des entreprises qui obtiennent des marchés. Ça, c'est essentiel. Et puis, évidemment, je dirais, toute la valorisation en termes de performance du recours à des entreprises d'insertion, elles sont en capacité de traduire en fait précisément ce qui est fait pour chaque personne qui sont accompagnées. On est habitué à rendre des comptes en fait hein, des données sociales, des données économiques et de pouvoir mesurer l'impact social, sociétal, économique et maintenant environnemental que l'on peut valoriser et que nos clients, entreprises, utilisatrices peuvent aussi valoriser dans le cadre de leur bilan annuel. Si je puis juste rajouter une remarque après Sandrine, il y a aussi une complémentarité à jouer, c'est-à-dire que nous, on le voit de plus en plus sur des projets qu'on a, il se trouve qu'un grand nombre de prestataires du domaine de l'insertion est complémentaire d'autres prestataires de l'ESF, là nous en l'occurrence du secteur du handicap. Du coup, en dehors de ce sujet d'avantages fiscaux, on va dire, qu'on pourrait avoir, il y a surtout cette notion de complémentarité. Si vous avez une politique RSE forte à développer et vous souhaitez un taux de couverture maximum, tant dans les domaines d'activité que dans la couverture géographique, il est toujours intéressant de jouer sur cette complémentarité. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour information, le lien d'inscription pour les différentes dates de la tournée vous sera envoyé par email suite à ce webinaire pour que vous puissiez vraiment retrouver toutes les informations et vous inscrire. Aude l'a mis dans le fil de conversation également. Si vous Parfait. Et puis voilà, on arrive à terme. S'il y en a qui souhaitent rester, on peut rester quelques minutes pour prendre des questions qu'on n'aurait pas forcément eu le temps de prendre auparavant. Et puis sinon, nous vous souhaitons à tous une très bonne journée. Nous vous remercions d'avoir été présents si nombreux ce matin. Merci beaucoup. Très bonne journée. On vous enverra le support et l'enregistrement. N'hésitez pas aussi à suivre nos communications. Au revoir. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.